Vous devez être Madame Laurent, je suppose? Tout à fait. Enchanté, Madame Laurent. Je suis le docteur Buil. Pensez-vous que je puisse m'entretenir avec votre mari? Bien sûr. Je vais le chercher. M'autorisez-vous à vous suivre? Il est préférable pour vous comme pour moi, je pense, que l'on s'entretienne à l'intérieur. Bien sûr. Je vous en prie. Hélène, il me semble. Oui, c'est cela. Puis-je vous appeler par votre prénom? Bien sûr. Ma visite vous est probablement étrange. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle je suis amené à me déplacer jusque chez vous? Non, docteur. Non? Dans le bourg, il se dit qu'on vous a envoyé pour que les hommes exemptés partent au front. Ah, pas tous. Pas tous. La raison de ma visite n'est que formalité administrative. Nous subissons des pertes, et la mobilisation d'un maximum d'hommes est évidemment nécessaire. Je comprends parfaitement, mais mon mari a passé une première visite il y a quelques mois et sa situation n'a pas changé. Marcel Laurent. Surdité depuis 1913, c'est cela? C'est ça. Lequel votre mari m'a été longuement expliqué. Mais cependant, cette contre-visite doit avoir lieu pour s'assurer que les informations dont nous disposons à propos de son état de santé sont les bonnes. Alors je n'aurai que quelques questions et un examen très léger à lui faire passer. Si vous êtes disposé à collaborer, tout devrait aller au plus vite. Vous avez traduit? Tout à fait. Très bien. Une première visite a eu lieu en juillet 1914 et la dernière remonte au mois de février et a été effectuée par le docteur Delage. Une analyse de l'oreille droite et gauche ont été réalisées et aucun objet solide pouvant y faire obstruction n'y ont été détectés. Vous avez été diagnostiqué dans un premier temps avec une surdité sévère, puis une surdité profonde à l'issue de la seconde visite. Est-ce exact? C'est exact. Le docteur Delage est votre médecin de famille? Oui. Parfait. Bon. Écoutez, après réflexion, je ne vais pas vous faire perdre davantage de temps avec une troisième auscultation. C'est très aimable à vous, docteur, mais
Il n'y a aucun souci pour nous. Est-ce que vous terminiez l'examen? Ah non, je choisis de faire confiance au diagnostic de mes confrères. En tant que médecin, nous sommes jugés sur des résultats qui se doivent d'être menés avec une rigueur nécessaire. Par exemple, sur 100 visites, notre marge d'erreur en termes de diagnostic, j'entends, est seulement de l'ordre de 1 ou 2 patients. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au diagnostic du docteur Delage. Cependant, voyez-vous, là où je suis en profond désaccord avec le reste du corps médical, c'est qu'on ne peut se contenter de ces 2%. Enfin, je ne peux m'en satisfaire. Depuis le début du conflit avec nos voisins germaniques, avez-vous une idée de qui sont ces personnes? Je ne sais pas. Des lâches. Des mutilés volontaires et des simulateurs. Le simulateur est autant un ennemi que l'allemand dans la tranchée en face. Si je devais héberger chez moi un simulateur ou un allemand, dans lequel des deux pourrais-je avoir le plus confiance? C'est une question intéressante. Prenez dans une main une balle, tout ce qu'il y a de plus standard. Et dans l'autre, prenez un oiseau. Ouvrez votre fenêtre et lâchez-la en même temps. Que se passe-t-il? La balle, elle tombe raide en piqué et elle vient s'écraser sur le pot de fleurs posé en dessous de votre fenêtre et le pot se brise. Selon vous, dans le même temps, que fait l'oiseau? Il s'envole? Et où est-il? Je ne sais pas. Figurez-vous que moi non plus. L'oiseau va très probablement prendre son envol et disparaître à l'horizon. Cependant, il peut aussi se poser sur une branche, il peut choisir de faire demi-tour et de vous attaquer, de s'en prendre à vous, à votre mari, ou même à votre bébé. Cet oiseau est imprévisible, car nous ne connaissons pas ses intentions. Maintenant, je pense que la balle représente l'allemand et que l'oiseau représente le lâche. On sait où va l'allemand et ce qu'il veut. Mais que savons-nous de celui qui décide de ne pas aider sa patrie, de celui qui fuit? Tout comme l'oiseau qui ferait demi-tour pour vous attaquer au visage, celui-ci est imprévisible, car nous ne connaissons pas ses intentions. Il joue contre son camp. Si c'est pour que votre enfant puisse vivre dans une France belle et libre, me donneriez-vous le nom de quelqu'un jouant contre son camp? Je suppose, oui. Vous voyez, c'est dans des instants comme celui-ci que j'aide ma profession à rattraper les 2% de marge d'erreur. Je me rends juste après, chez votre voisin, Monsieur Koustiak. Auriez-vous en votre possession des informations à son propos qui me permettraient d'aider notre chère patrie? Je regrette. Monsieur Koustiak est installé ici depuis très peu de temps et nous le connaissons que très peu. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Bien, je ne vais pas abuser davantage de votre bonté. Hélène, puis-je vous demander une dernière faveur avant de partir? Bien sûr, docteur. Je suis un amoureux de la musique et je viens d'apercevoir votre piano. Pensez-vous pouvoir me jouer un morceau? Celui de votre choix, évidemment. Avec plaisir. Je vous en prie. J'ai toujours eu un faible pour Chopin. J'ai travaillé une de ses compositions il y a quelques mois. Je peux essayer? Non. Non, jouez quelque chose que vous maîtrisez. Splendide, hein?
talent n'a d'égal que votre beauté. Vos mains ont un pouvoir que je ne soupçonnais pas. Elles caressent les touches avec une étrange sincérité. Soyez sûr que je vous recommanderai. Que votre adresse ne m'est plus inconnue. Ah, attention aux fausses notes. Je vous remercie, Hélène. Vous pouvez retourner à vos occupations. Le talent. Votre femme est tout simplement talentueuse. Vous simulez une surdité pour ne pas partir au front. Oui. Vous l'avez également simulé lors des précédents examens. Oui. Dites-moi pourquoi. L'enfant. Monsieur Laurent, je vous remercie. Je prends congé de vous maintenant. Restez assis, je vous en prie. Hélène, il me semble que nous en avons terminé. Pour moi, il est venu l'heure de vous dire au revoir. Alors au revoir.